Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Café Snake est de retour. Je sais pas comment vous décrire les dernières semaines, mais ils sont peut-être décrivables un jour, je sais pas. Puis peut-être que vous le remarquez ou remarquerez pas encore, mais Daphné n'est pas là. Elle poursuit, j'allais dire ce congé, mais c'est pas vraiment un congé. Elle poursuit son implication dans notre projet collectif. Moi, je reprends les rênes de Café Snake. Puis on a pensé à une formule qui pourrait vous intéresser, mais avant toute chose, on va vous laisser avec un mot de la seule et unique Daphné. Allô tout le monde, je m'ennuie de vous, évidemment. Je sais pas si vous entendez dans le bac Mounir qui chante du Drake à notre enfant. Il est fan de Drake et ça le fait dormir instantanément. Notre réalité, elle a changé. Puis c'est intéressant aussi d'un point de vue médiatique. Ça ouvre toute une genre de bulle là, au niveau du contenu, le monde de la parentalité. Puis ça, je vais sûrement en parler quand je vais revenir. Je suis rendue à avoir des vidéos qui discutent de diaper bag. Là, c'est vraiment l'esthétique des sacs qui est discutée. If you're looking for something kind of like fun, funky, Copenhagen girl vibe, yeah, just like whimsical, fun and fun. Et d'ailleurs, en ce moment, dans ma bulle algorithmique, là, il y a le procès de Lindsay Clancy, qui est une mère du Massachusetts, qui est accusée du meurtre de ses 3 enfants. La défense plaide la non-responsabilité à cause d'une psychose postpartum. Puis là, ça a créé tout un mouvement là, chez beaucoup de mères qui se reconnaissent à travers la figure de Lindsay Clancy, qui parle de leur psychose postpartum, de leur dépression postpartum. Est-ce que je suis la seule dans mon entourage ou à Québec qui suit genre le trial de Lindsay Clancy en ce moment? Genre c'est tellement médiatisé aux États-Unis puis ma For You page c'est littéralement juste ça. Je voulais dire que j'ai downloadé le livre audio Yesteryear, parce qu'en ce moment, c'est plus difficile pour moi de lire sur papier. J'avais 2 auditrices de Café Snake qui m'ont demandé peut-être d'en parler, fait que j'ai commencé ça. Pour ceux et celles qui n'en avaient pas entendu parler, là, ça suit une influenceuse, une tradwife, qui du jour au lendemain se réveille en 1855 sans électricité, etc. Puis je pense que les droits de ce livre-là ont déjà été achetés pour que ça devienne un film. Évidemment, j'ai checké la Streamfest avec Mounir. Puis je réitère là, le fait que pour moi, Médusa, c'est vraiment un personnage tragique. Là. Vous savez, au top, on est tout seul. On est seul. Il n'y a personne autour de nous. Quand j'ai buildi ma business, j'étais tout seul au top avec mon argent. Puis là, j'essaie de faire le streaming. Je vais finir au top, tout seul. Il y a plusieurs commentateurs de la culture web aux États-Unis qui disaient que cet été, on vivait un hot surveillance summer, en pensant notamment là, aux lunettes Meta qui pouvaient filmer les gens à leur insu. Je trouve que Julien Médusa, c'est un peu intéressant la façon dont il organise comme un panopticon autour de lui, puis que il se filme constamment, puis finalement, on devient, tout le Québec en entier, presque témoin de sa solitude. J'ai hâte de vous retrouver, puis d'ici là, continuez de nous écouter, de nous encourager, de nous écrire aussi. Puis bisous! Donc, pour les 8 prochaines semaines, on va avoir des chroniqueurs invités qui vont venir à tour de rôle essayer de... Puis là, je vais pas utiliser le mot remplacer, là, ils vont essayer de grand remplacer, en fait, Daphné. Ils vont venir, on va prendre le siège de Daphné pour vous fournir des épisodes de Café Snake parce qu'on passe à travers des semaines qui vont être mouvementées. Déjà, l'été a été full mouvementé. Fait que Claudie puis Mathieu sont séparés. Puis ça, c'était quelque chose que j'ai pas pu faire d'épisode de Café Snake dessus. Fait que c'est ça les 3 prochains épisodes. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de commencer avec nul autre que Victor Galarreta. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est derrière la populaire et incroyable chaîne YouTube Mass et animateur aussi du podcast Room Tone auquel vous avez peut-être pu voir Daphné et moi. Salut Victor, ça va? Allô, merci de me recevoir pour vrai. C'est un grand honneur d'être reçu à la populaire et incroyable émission Café Snake. Sur YouTube, tu produis avec ton équipe, vous produisez des vidéos essais, des podcasts, des reportages. Fait qu'on va mettre le lien de la chaîne YouTube dans la description de l'épisode. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire un petit segment en mode retour estival du paysage keb numérique. J'aimerais comparer le succès de Tedford de Fortis B et disons
disons, l'expérience Stravache. Puis ensuite, j'aimerais vous parler juste un petit peu l'autoroute 50 en plus particulier, puis ce que ça fait à nos subjectivités, l'autoroute. Et moi, je vais revenir sur le Infamous Streamer Fest organisé par Julien Duguay. J'ai failli comme devancer le retour de Café Snake. Je vais pouvoir faire un épisode là-dessus. La semaine passée, c'est comme s'il n'y a jamais eu un sujet que c'était comme Mounir parle de ce sujet. Moi, j'attendais le breaking news, là, genre émission spéciale, c'est ça, comme à Radio Car. Genre Emergency Podcast. Ouais. Donc c'est ça. Donc sans plus tarder, les Digi News. Tududu. Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is you. Guys, je suis présentement en train de faire du jet ski. Si t'enjoy pas Montréal, Hey, attends. As-tu vu Charles? Charles, on doit pas être bien loin, on court ensemble tantôt. Je suis là. Go. 你好，我的名字是 Mayor Zoran Mamdani。我不知道中文，可是我想试一下。Hey, je l'ai vu le fessé! C'est de la brutalité policière, ça! Est-ce qu'un policier, ça a légalement le droit de frapper une personne? La réponse, c'est oui. À qui le parc? Allô le parc! À qui le parc? Allô le parc! Donc, je vais commencer avec mon premier sujet. C'est comme une espèce de survol de comme l'été politique, parce que là, ben, vous le savez sûrement, vous écoutez Café Snake, il y a les élections qui arrivent. Ils vont sûrement être déclenchés genre autour du 27, 28, 29 août. C'est pas mal tout le temps dans ces eaux-là, avec les élections à date fixe maintenant. Depuis 2 cycles électoraux, c'est vraiment comme si on avait une espèce de cycle électoral américain, où est-ce que, puis même français un peu, parce que oui, on a les élections au Québec qui s'en viennent, mais je suis déjà comme tapped in dans les présidentielles françaises qui arrivent en 2027. Puis eux, c'est vraiment comme les élections commencent là, même si le vote du premier tour, c'est genre dans 8 mois. Puis j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette vibe-là. Comme j'ai l'impression que depuis la rentrée de l'automne dernier, on parle déjà des élections qui s'en viennent. Fait qu'on rentre un peu dans ce climat électoral où est-ce que dans un mandat de 4 ans, il y a 1 an que c'est comme pré-électoral. Fait qu'on est même plus dans une espèce de gouvernance à long terme. On est comme non, on regarde les sondages. Tous les médias donnent full d'attention aux sondages. Fait que c'est déjà un peu ça l'état d'esprit. Là, on a une nouvelle première ministre qui a essayé de commencer l'été en nous faisant un tour de podcast. Je sais pas si t'as vu les podcasts. Oui. Elle est allée boire de l'apérole avec Hugo Girard. T'as pas vu ça? Elle était quand même de l'apérole québécois. Ben oui, c'est meilleur. Tu vois qu'elle aime pas ça quand elle boit. Ok, j'ai vu ce clip-là, mais j'ai pas vu l'entrevue. Ah, l'entrevue, c'est comme rien d'étonnant. Ben, qu'est-ce que j'ai appris sur son parcours? De base, elle a toujours été impliquée politiquement, genre faire le tour du Québec pour des syndicats, whatever. Je trouvais ça intéressant, mais elle a fait le balado de Rad, que je pense que c'est lui que le plus de monde ont vu. Mon clip préféré du balado de Rad, c'est clairement Olivier Arbour qui dit « Ah ouais, votre fils, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? » C'est quelque chose comme un investisseur. Ouais. Là, t'es juste comme « Oh my god, comme son fils, c'est un day trader, genre, qui fait juste comme vivre un peu sur le capital que ses parents lui ont donné à 18 ans, puis qui fait de l'argent. » Aussi, comme mélangé avec l'extrait où elle dit qu'il est nomade, qui a pas vraiment d'appartement, genre. Là, t'es comme « Ok, c'est vraiment un digital nomade qui est au Costa Rica, puis qui fait de la crypto. » Non, c'est un digital nomade qui a investi dans Palantir. Ouais, c'est vraiment... C'est comme « Ah ouais, t'as eu une bonne année? Ouais, depuis 1 an et demi pour le stock de Palantir going crazy, c'est la discussion à Noël. » Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, puis je sais pas si quand cet épisode va être sorti, je vous annonce encore une rumeur, avant l'été, j'ai fait un balado avec Patrice Roy, parce que Patrice Roy se lance une podcast, peut-être c'est moi qui break le news, ce serait drôle, et dedans, on parle de le mot effet fréchette, de cette idée-là qu'il y aurait eu un effet fréchette, puis dans comment les discussions qu'il y a sur les panels de nouvelles, souvent de Radio-Canada, essayent de comme créer des choses qui se passent aucunement dans la société. Puis là, j'ai dit, comme point blank, j'ai dit, vous me parlez d'effet fréchette, la majorité des amis avec qui je suis allé au secondaire savent pas c'est qui Christine Fréchette. Puis là, il me dit, hey, on a un problème s'ils savent pas c'est qui. Puis là, j'ai comme double down, j'ai comme, ils savent pas c'est qui. Puis là, c'est genre, j'espère qu'ils vont laisser ce clip dedans, mais je leur fais pas confiance. Fait que c'est pour ça que je le dis maintenant. C'est ça, on parlait, ok, effet fréchette. Finalement, t'arrives à la fin de l'été, la CAQ baisse dans les sondages, il y a comme pas de montée, il y a rien de différent, comme pour vrai. Pour moi, genre, l'espèce de bloc CAQ libéraux, c'est comme du slop, c'est toute la même affaire. Comme le PQ, ils sont un peu différents parce qu'ils veulent faire un référendum, puis le PCQ, ils sont un peu différents parce qu'ils sont comme drôles, somme toute. Mais comme, pour vrai, tout ce bloc central qu'on a au Québec, qui est CAQ libéraux, devrait comme fusionner. Ça rend la joute politique plus plate, le fait qu'il y ait la CAQ, parce qu'il y a trop de partis, trop d'entrevues, là, il va y avoir trop de programmes électoraux. J'aime mieux quand il y a 2 blocs, puis surtout quand c'est incarné par quelqu'un comme Christine Fréchette qui a comme aucune vraiment idée politique. Elle vient de lancer sa nouvelle campagne publicitaire, puis c'est comme, moi je suis
allez, je suis sur la route, je suis à l'écoute des Québécois, parce que si on vous écoute pas, dans le fond, on est déconnecté, puis si on est déconnecté, ben on vous rend pas plus heureux, genre. C'est ça qu'elle dit, mais il y a aucune idée, dans le fond. Elle nous écoute, puis elle veut nous rendre heureux. Il y a aucune vision politique, aucune idéologie politique, puis c'est ça que je trouve le plus mauvais, disons, simplement, avec Christine Fréchette. Je pourrais m'attarder sur genre, le rôle qu'elle a eu dans le gouvernement Kakis, les différents ministres qu'elle a autour d'elle qui ont quitté cet été. Tu sais, c'était vraiment ça le headline continuel de la CAQ. C'était un nouveau député quitte, un nouveau député s'en va, un nouveau député claque la porte. Puis là, finalement, on annonce un candidat, puis c'est comme Guillaume Rousseau qui débarque de Tel Aviv pour comme sauver la CAQ. C'est comme, OK. On se rappelle que genre, il y a 3 mois, ces gens-là ont essayé de passer une constitution du Québec. C'est comme la CAQ, c'est vraiment, pour moi, c'est l'élection du cimetière. Faut passer à autre chose. François Legault, il nous a eu, genre, il a eu le gouvernement pendant 8 ans, mais comme c'est fini cette histoire-là. Retourner au PQ ou au PLQ, genre, c'est comme mon mantra pour la CAQ. Puis après, le PQ a fait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Ils ont disparu. Comme on n'a pas vu PSPP de l'été. Il est revenu. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au mini-pot. Qu'est-ce qu'il fait après? Il joue au tennis. Il veut montrer que c'est un compétiteur. Je sais pas trop, mais clairement, il essaie vraiment de retravailler son image parce qu'il a passé 1 an à genre être des bad vibes. Puis c'est comme ça que j'ai dit depuis 1 an, je suis comme, tu peux pas être, outre les politiques publiques, outre les résolutions, mettons, du Parti québécois dans leur conseil national, genre juste au niveau d'un point de vue de com, tu peux pas genre être constamment en tabarnak, constamment sur la défensive dans les médias pendant 1 an. Les médias fonctionnent de façon que genre, même si t'as raison, même si comme, qu'est-ce que tu dis fait logiquement du sens, le monde va avoir une mauvaise impression de toi. Ouais, il est juste lourd. C'est ça, c'est comme, bro, on est Québécois, là. Tu dis, ah ouais, les Québécois, on est Joe Bontemps. C'est ça son expression qu'il dit tout le temps. PSPP. Mais c'est comme, Boski, t'as pas l'air Joe Bontemps, là. Là, il a disparu, il est revenu. Puis je pense que c'est le meilleur de la gang en campagne. Je pense qu'il sait que, genre, quand les projecteurs vont être on, c'est un peu l'effet Yves-François Blanchet que, genre, on l'oublie pendant 4 ans. Puis là, à un moment donné, les élections débarquent fédérales. Puis c'est comme, oh my god, il y a juste une personne qui sait parler français. Oh my god, il y a une voix drôlement grave. Oh, j'avais oublié c'était qui ce gars-là. Ah, c'est l'ex-agent d'Éric Lapointe ou son calisse. Il parle full bien. Et puis là, finalement, le bloc a genre 25 députés, même si on n'a pas parlé du bloc pendant 4 ans. Je sais pas si le PQ va gagner. Je serais porté à croire que le PQ gagne, mais peut-être pas un gouvernement majoritaire. Je sais pas. Ça semble être mon feeling aussi, moi je dirais ça. Tu dirais ça? Ouais, parce que comme tout le monde est vraiment tanné de la CAQ, mais en même temps, le PQ est pas tant séduisant. Fait que c'est comme le café Vanout que tu prends genre au centre d'achat. T'es comme, y'a rien de bon. Fait que ça va être ça. Puis c'est comme un gouvernement péquiste minoritaire, c'est comme the worst case scenario parce que c'est comme les péquistes sont au pouvoir, mais y a pas de référendum. Ouais. Puis après, QS, je les ai pas trop vus cet été. Là, j'ai vu des posts de ruban gazage sur son chat. C'est comme ça a breakthrough. Mind you, là, je vous fais un résumé de ma perception de la politique québécoise après avoir passé comme 2 mois à genre m'occuper d'un nourrisson puis à checker sporadiquement la politique. Mais je pense que c'est quand même intéressant parce que pour la première fois depuis longtemps, j'étais pas comme chronically aware puis je voyais qu'est-ce qui se rendait à moi. Parce que d'habitude, c'est comme, oh my god, j'essaie de savoir tout ce qui se passe. Là, c'était comme, non, mais j'ai tellement d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui se rend à moi? Qu'est-ce que j'ai vu? Là, puis j'ai juste vu le monde parler de Claudie puis du Streamerfest, tu sais. Fait que je pense que ça en dit beaucoup. C'est témoin de l'effet de fléchette. C'est ça, genre. Tu sais, comme j'ai pas trop entendu parler de QS cet été, je pense qu'il faut qu'ils reviennent à l'idée de 2018 de genre une campagne où on a quelques propositions fortes qui genre, même si le monde déteste QS sur papier, sont comme, oh ouais, non, mais genre ça améliorerait ma qualité de vie. Tu sais, comme moi, je trouve qu'une des propositions que QS avait qui était la meilleure, c'était, ben c'est pas normal qu'il y ait juste 2 semaines de congés payés la majorité des Québécois. Genre, pourquoi il y aurait pas 5 semaines de congés payés? Tu sais, une affaire de même qui est comme populiste, mais c'est ça qu'ils ont besoin, même les congés parentaux. Fait que miser sur les conditions des travailleurs, parce que je pense que la santé, ça va être galvaudé. Tout le monde va avoir des espèces de mesures en santé. Fait que essayer de venir dans le quotidien du monde. Je pense que c'est ça leur mindset à QS Live. Je sais pas quel électorat ils vont tenter d'aller chercher, mais c'est vraiment, ça passe sur sa case, parce que là, t'as plus Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. Genre, il reste plus rien de 2018 presque. Ben, dans le caucus, il y en a, mais pas dans le vibe, pis t'as plus l'air Françoise David. T'es vraiment, c'est comme on teste, genre, on a une candidate palestinienne, genre, on y va pour vrai, genre. C'est la nouvelle armée QS qui doit tester. Je suis d'accord qu'il y a comme, faut qu'il fasse un move Zoran, comme une politique qui attire l'attention, genre, un truc simple, genre, gel des loyers. Gel des loyers, ça a été, genre, politisé. Il faut qu'il trouve un sujet qui a pas encore été culture-warisé, genre. Ouais, inattendu un peu, là, genre, yo, rabais sur les bleuets. C'est ça, de quoi de même? Unexpected un peu. Après, Charles Milliard, il est pas là, fait que je vais pas comme parler de lui. J'étais allé au Luxembourg pendant l'été. C'est ça, le PCQ. Pas grand chose encore à dire sur eux. Je pense que c'est quand même des outliers, peut-être qu'ils vont avoir la plus grosse croissance de tout. Puis c'est sûrement eux qui vont peut-être enlever le gouvernement majoritaire au PQ dans la région de Québec. Parce que le PQ, comme, continue à devenir de moins en moins populaire auprès de genre cette classe-là d'électeurs de comme droite de Québec, qu'ils ont comme créé une scission tellement marquée avec l'élection partielle d'Arthabasca que ça
ça laisse des comme séquelles. Genre, il y a beaucoup de crinqués PCQ que le parti qui aime le moins, c'est comme les péquistes. Au lieu que, genre, tu recules il y a 3 ans, c'était la CAQ que personne aimait. Fait que c'est comme s'ils s'étaient mis ce burden-là d'être détesté par cette frange-là. Dans le premier DG News ever, j'ai décidé de revenir sur 2 trucs qui a beaucoup circulé sur mes écrans, mes algorithmes pendant l'été. Puis je trouvais que c'était comme 2 trucs un peu en opposition. Ce qui rassemble ces 2 choses-là, c'est le concept d'authenticité. En fait, je vais comparer le cas de la chanson de Fortisbé, Tedford, et la campagne de publicité Stravache. Commencer par Tedford, ben ça, c'est une chanson qui est sortie vers la fin du mois d'avril. Bienvenue dans ma ville, Tedford, mine, Tedford, Tedford. Bienvenue dans ma ville, Tedford Mine. Et elle a beaucoup gagné en popularité avec des clips promotionnels que je qualifierais de maladroits, parfois malaisants, mais très très purs dans leur intention. Et il y en a un, je sais pas si t'as vu, dans ceux qui ont été viraux, là, il y a eu avec le maire de Tedford, où est-ce que Fortisbé chante sa chanson avec le maire. Mais là, il y avait quand même eu un come-up pour se rendre avec. Moi, je pense que le premier, c'est lui qu'on a, genre, dans la carrière. Genre... Ouais, dans le musée de la mine. Là. Ben, il est comme avec le staff d'un musée, je pense, de l'industrie minière, qui c'est comme des genres d'ados de 18 ans qui ont les mains dans les poches, puis là, ils chantent sa chanson. Bref, c'est comme des clips comme ça qui ont vraiment aidé à ce phénomène-là un peu. Puis il y a d'autres éléments, comme j'ai essayé de décortiquer un peu pourquoi, qu'est-ce qui fait que ce clip-là a été vraiment viral. C'est assez absurde comme concept. Tu sais, Tedford, dans l'imaginaire québécois, c'est tout sauf prestigieux et ou touristique. Tu sais, comme c'est une ville minière. Sur le thumbnail de la chanson de Fortisbé, tu vois littéralement des haldes d'amiante, qui sont des montagnes de résidus d'amiante. C'est comme vraiment pas une ville qui est comme... C'est pas la Gaspésie, c'est pas Montréal. Puis live qui est tenu en vie juste à cause des étudiants étrangers. Là. Je pense que c'est ça. C'est exactement l'origin story de cette chanson-là, genre, parce que tu rajoutes à ça, genre, ok, une ville un peu minable, ben pas minable, mais mais disons, qui est pas, genre, prestigieuse dans l'imaginaire québécois. Puis là, t'as un Ivoirien, genre, il arrive, ça fait 2 ans qu'il est là, il a 29 ans. Tu sais, lui, de son point de vue de nouvel arrivant, il trippe sur Tedford, fait que là, il compose une hymne à Tedford, genre, comme, on dirait une prémisse d'une joke, genre, c'est trop parfait, parce que d'un côté, c'est un peu absurde, du point de vue québécois moyen, mais en même temps, tu comprends, si tu te mets à sa place, que comme, yo, c'est tellement sick ici, vive Tedford, le monde est gentil, c'est beau. Fait que je pense que c'est comme tous ces éléments-là qui ont fait en sorte que c'est vraiment un peu devenu un viral, c'est devenu un peu un meme. Une certaine ambiguïté autour de l'interprétation que les gens font de cette chanson-là. Parce que d'un côté, les gens s'en moquent parce que c'est un peu absurde, comme je disais, c'est drôle, mais en même temps, c'est low-key un bop, la pogne dans la tête est bonne, puis tu peux pas dénier le fait que le gars vient avec des bonnes intentions. Il y a une candeur. Il y a une candeur, exactement, c'est pur. C'est vraiment pur dans les intentions. Fait que là, tu ris, mais en même temps, tu trouves ça beau, puis tu regardes les commentaires, puis c'est du monde qui écrive genre I'm from Tel Aviv and I love this song, genre comme du monde qui troll, qui met des gifs niaiseux. Fait que tout ça, toute cette authenticité-là, toute cette vulnérabilité-là, ça fait que les gens ont accroché. Quand on navigue sur les réseaux, on a toujours l'impression que à chaque détour, à chaque post, on nous vend quelque chose, tout est réfléchi. Soit c'est un créateur, créatrice de contenu, un influenceur, une influenceuse, peu importe. Les contenus sont tellement bien réfléchis, les gens sont tellement media trained, si c'est pas de la pub, que quand on voit quelque chose qui est comme un peu imparfait, qui est un peu maladroit, qui est un peu improbable, ben on accroche puis ça nous attire. Ça me fait penser au succès là, de l'humoriste Marielle Guérard qui imite justement avec brio la maladresse de certaines personnes. T'sais, elle reprend des codes de genre de TikTok, de Granby, genre d'un centre d'achat, puis elle limite un peu ce genre de contenu-là, puis c'est ça qui fait que c'est drôle parce qu'elle limite vraiment bien. Mais ça me faisait plus penser au personnage de Mario Parent, de ce bonhomme-là qui est tout l'inverse d'un jeune Ivoirien. C'est comme le monsieur Keb de banlieue par excellence, là, comme l'idéal type du monsieur banlieusard, qui s'est fait connaître parce qu'il calait des Budweiser sur sa terrasse en disant action. Mais ça aussi, c'était comme un peu maladroit. Tu voyais en fait que c'était pas quelqu'un de media train, puis c'était pas quelqu'un qui avait réfléchi sa présence en ligne. Puis c'était aussi ça l'attrait, mettons, de genre quelque chose comme TikTok quand ça a émergé, ou même des réseaux sociaux en général. Tu sais, les premiers YouTubers qu'on avait au Québec, c'était du monde comme Johnny Crying, puis comme Mel's Bitch, puis comme du monde que c'est comme, ok, pourquoi qu'ils se diffusent sur Internet? Même le gars, comment il s'appelle? Il était dans Projet X, il y a une vidéo de lui en Superman qui pleure. C'est comme Dax Flame. Tu connais Dax Flame? Quelque chose, genre, iDubbbz avait fait un documentaire sur lui, Ice Cream Man. Tu sais, c'est du monde que c'est comme... Puis tu sais, il y a tout le temps cette ligne-là où est-ce qu'on regarde quelqu'un qui a genre soit une condition mentale, un trouble de santé mentale qui se diffuse, qui crash out, genre whatever, puis il y a comme un aspect voyeur aussi. Tu parles de Marielle Guérard, mais genre, c'était ça, il y avait ça beaucoup pendant la pandémie, genre du monde qui font des barbecues dans Hushlag puis qui font juste filmer au Twitter. De TikTok. Tu sais, c'est comme, le monde font des jokes d'assistés sociaux dans les commentaires, genre, puis c'était un peu cette esthétique-là. I guess c'était un peu ça aussi, TikTok. Le monde a comme une nostalgie de genre tomber, comme tu dis, sur du content qui est pas curated, commercial. J'aime bien
le mot lisse. C'est pas du contenu qui est... C'est rugueux, il y a des imperfections, c'est maladroit. Fait que je trouve que comme Tedford, c'était un peu ça, mais pour une chanson. Il y avait toutes sortes de trucs, tu sais, les paroles sont un peu ridicules. Éventuellement, ces personnages-là, qui sont très vulnérables et purs et pas lisses, sont justement récupérés par des marques. Puis là, au moment où je dis ça, tu sais, comme ça fait une semaine, Fortis B a eu sa gig de pub avec la ville de Québec, où est-ce que là, il fait un spin sur sa chanson, puis il dit « Je prends mes vacances à Québec. » Il sell out. Ouais, ben, c'est un contrat comme un autre, puis comme même chose avec Mario Parent, tu sais, il faisait action, il buvait ses bières sur sa terrasse avant les games de ringuette de sa fille, puis là, il fait des gigs genre pour Fujin ou je sais pas quoi. Il a fait une pub des Gémeaux l'année passée. Ben, c'est ça, genre, ou des pubs de Maxi aussi, là, tu sais. À l'opposé de ça, on a Stravache, qui est, selon moi, un bon exemple de quelque chose de très lisse et très hautement engineered par des boîtes de com. Si vous n'avez pas été exposé à ça très rapidement, c'est comme une grosse campagne de pub assez complexe. Moi, c'est ça que j'ai trouvé aussi un peu gossant de cette affaire-là. C'est comme fallait un manuel d'instruction pour comprendre la pub que tu consommais. C'est un défi lancé par le lait, qui est en fait juste les producteurs du lait du Québec, auquel le public est invité à participer. Faut que tu cours 1200 km avec Jay du Temple sur Strava pour dessiner une vache sur le Québec puis remettre des fonds aux banques alimentaires. Messieurs, dames, si vous avez rejoint le défi Stravache sur le troupeau sur Strava, vous avez probablement déjà remarqué qu'on a atteint l'objectif de 100 000 km en seulement 2 jours. Vous êtes tellement hot, merci. Il y a des pubs, il y a aussi des capsules vidéo YouTube, genre documentaires avec Jay du Temple qui va parler à des producteurs de lait ou genre sa diététiste. Puis là, il y a des entrevues avec des sportifs. Ils ont en gros essayé de faire un genre de Ice Bucket Challenge manufacturé. Puis c'est ça qui rend que c'est phony, là. Puis surtout que Jay du Temple, c'est comme l'opposé de Fortis B ou Mario Parent. C'est quelqu'un de très media trained, que quand il parle, t'as tellement l'impression que c'est authentique, mais en même temps, tu sais que c'est sa job. Fait que ça rend ça un peu phony quand tu l'écoutes. J'ai bien aimé la publication de Élise Deslauniers, qui est comme quelqu'un qui se prononce beaucoup sur les enjeux vegan et tout, là. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'elle décortiquait un peu la campagne de pub avec l'angle très critique vegan, mais moi, c'était plus comme le symbolisme derrière ça. Elle nous apprend qu'ils ont investi genre 21 millions de dollars en com le lait en 2024. Où est-ce qu'elle prend ça, ces chiffres-là? Je sais pas. C'était lié à son post Substack, là. Ok. Fait que j'ai shout-out à elle, là. J'ai pas 21 millions? Ouais, selon son post. La campagne du lait Stravache, c'est LG2 qui a fait ça. Ouais. C'est eux qui gèrent le portefeuille du lait. Je peux pas croire que c'est 21 millions leur budget publicitaire. Pour une année, en 2024, c'est selon Élise Deslauniers. Il faudrait vérifier, là, mais c'était ça que j'ai vu. Fait que c'est quand même énorme, là, on s'entend. Au final, ce que j'aimais, c'est qu'elle décortiquait comment, juste le titre « Le lait d'ici », ça porte à confusion, ou encore « La famille du lait », les fromages d'ici. Ça vise à ancrer le lait comme un élément fondamental de la culture keb. C'est du nationalisme. Mon take, c'est que tu vois tout le temps ces pubs-là au bye-bye, qui est comme le pic de la culture québécoise, genre. Fait qu'il essaie vraiment de, genre, nous mettre dans la tête que comme, hey, boire des gros verres de lait, c'est tellement nous, ça. C'est tellement le Québec, ça. Au même degré que, genre, la poune ou je sais pas quoi. Je trouvais ça assez intéressant, son petit truc, puis je vais faire une petite citation, là. Les campagnes du lait ne servent pas seulement à vendre du lait, elles servent à entretenir son statut, à le positionner comme un aliment évident, familier, sportif, local, sympathique, presque indiscutable. Et puis, c'est ça, ça fait en sorte que ces campagnes de pub-là, ça fait qu'on associe à tort quelque chose comme le lobby de l'industrie laitière à genre quelque chose de public comme c'était Hydro-Québec ou la BANQ, alors que, tu sais, c'est pourtant juste un lobby. Fait que, c'est comme Communauto. J'ai appris ça. Communauto, moi, j'étais sûr que c'était comme, somme toute, public, parapublic, genre transport en commun, adjacent à l'ARTM. Non, c'est une compagnie privée, Communauto. C'est genre un service de luxe. C'est pas genre de quoi pour rendre les voitures accessibles, mais le nom, le branding, t'as l'impression que c'est de quoi de... T'as l'impression que c'est les bibliothèques publiques, là, genre de la ville de Montréal, un truc comme ça. Ouais, exact, ben c'est ça. Fait que c'était surtout pour cet angle-là que je trouvais ça intéressant. Puis au final, en comparant les deux, tu vois comment il y en a un qui est phony, là, puis il y en a un qui est tellement pur que t'as juste envie de chanter Tedford. Mais c'est fou parce que ça a fonctionné, là, leur affaire Strava. Tu sais, comme leur groupe sur Strava est fucking popping, il a fait son challenge, il y avait plein de monde qui courait avec. Oh, il y a quand même du monde qui ont adhéré, là. Mais c'est ça, puis surtout que Jay du Temple, il a comme tellement bâti ses capital parce que genre plein de gens qui ont commencé à courir à cause de lui. Ça a amené un changement positif dans leur vie qui est associé à Jay du Temple. C'est ça que ça a fait les réseaux sociaux dans le quotidien, créer une communauté de gens. Il y a du monde qui se sont rencontrés en joggant, c'est comme ah ouais, on checkait des vidéos de Jay du Temple. C'est ça, je trouve ça fou quand même. Non, mais c'est ça les YouTubers, genre, t'es dans le quotidien du monde, même avec tes fucking vidéos de masse, là. Ouais. J'espère qu'ils l'ont bien payé pour vrai, c'est ça l'affaire. Ben, j'espère que oui, là, c'est sûr que oui, là. Non, ben après, le monde va être mal, mais genre, je suis sûr que t'allais amener ça avec genre les négociations tarifaires, genre. Il y a ça en fond de trame, là, c'est sûr, là. Eux, ils veulent avoir l'air indispensable, puis le fait qu'on pense qu'il y a pas de marque de lait, ben c'est que oui, il y a Natrel qui est bon, puis tout, mais genre, il y a les producteurs de lait du Québec qui font tout leur marketing ensemble. Tu remplaces, genre, l'entité derrière Stravache par Natrel, puis
ça devient vraiment moins cool. Mais là, c'est comme le lait, c'est comme, ouais, man, ça rallie les gens, genre, c'est le lait, genre, on fait ça pour l'eau. T'aurais pu remplacer ça par, genre, pour l'oxygène. L'oxygène, let's go, on fait ça pour l'oxygène. C'est un peu traître, comme toute cette opération-là. Ben, moi, mon texte, c'est que les gens qui ont participé au défi Stravage, c'est des gens qui écoutent Elle explique, sûrement. Ça, c'est un bon final take. En plus, hier, j'écoutais Elle explique avec Daphné, genre, on mangeait, j'écoutais, puis c'était comme son vlog de elle qui va à Nantes. On checkait le vlog sur YouTube, puis on était rendu, genre, même pas à la moitié. Il y avait une pub de l'INRS. Il y avait 5 pubs dans la vidéo. Oh my genre, God. back to back to back to back. J'étais comme tabarnak. Je voulais parler du box-office américain, parce que s'il y a une chose que j'ai yearn dans ce congé de parentalité, c'est être absent pour plus que 2 heures et aller voir un film au cinéma. Et il semblait que c'est devenu comme l'été le plus populaire de l'histoire du cinéma. L'Odyssée, Spider-Man, Toy Story, Backrooms, Obsession. Françoise, ouais, c'est ça j'allais dire. Françoise, 1, 2, 3 ou 1, 2, 5, rue des Malaises, avec le poster AI and shit. Puis là, c'est comme devenu tout un gros talking point. Il y a même des articles qui s'écrivent je pense même au Québec, à Radio-Canada, puis tout ça. Genre, l'été qui a le plus gros box-office depuis 2019. On revient tout le temps à cette idée-là de 2019. Même pas juste l'été, on parle de l'année. 2019, c'était une grosse année pour le box-office américain. Il y avait plein de films, dont la fin de la grosse saga d'une décennie de Marvel, Avengers Endgame est sorti en 2019. Donc, juste ça, c'est comme tiers du box-office de cette année-là. Puis là, on revient un peu dans ces zones-là où est-ce que t'as un film comme l'Odyssée, qui est comme cette espèce de big, large-scale film complètement tourné en IMAX, qui est comme ce grand épique. On revient au temps où est-ce que Hollywood nous produisait des films justement comme 3, comme Gladiateur, des films de Mel Gibson où est-ce qu'on met en scène des grosses batailles historiques. Ça a quand même été comme un terreau fertile pour Hollywood dans les 30-40 dernières années. Puis là, on a l'Odyssée qui est là, complètement filmé en IMAX. On a ces jeunes réalisateurs, Kane Parsons, on a Obsession, tout ça. Il y a plein de chatters, tout ça. C'est comme si, puis ça, c'était le cover de Variété ce mois-ci. C'est comme, oh, Hollywood needed this, genre. Une chance qu'on l'a, puis là tu vois comme tous les gros phénomènes du cinéma de l'été. Puis je pense qu'il y a quand même de quoi qui est full trompeur dans comment qu'on analyse ce box-office, juste le chiffre, le gross revenu de ces films internationalement. Hollywood a trouvé une façon de générer plus de revenus, c'est de vendre les billets continuellement plus chers. Pour aller voir l'Odyssée en 70 mm à Montréal, en IMAX, pour 2 billets, c'est genre 80$. C'est 41$ par billet, basically. Et là, ce 41$ par billet est comptabilisé dans le box-office de l'Odyssée. Fait que là, on est comme, oh my god, l'Odyssée a battu tous les records, mais il y a pas plus de gens qui sont allés voir ce film. L'art du cinéma, c'est pas comme démocratisé, il est devenu plus restreint. En gros, on célèbre l'inflation. C'est ça, mais une inflation qui est pas comme due à des comme politiques monétaires. Une inflation qui est due comme, non, on va créer, puis tu sais, avec IMAX, faut le donner comme, puis surtout IMAX 70 mm, c'est ok, il y a genre 8 négatifs du film qui existent dans le monde. Ouais, c'est genre 17 km de film. C'est ça, genre, les machines surchauffent, si le film était 3 minutes de plus, il y a 8 cinémas dans le monde. Tu sais, c'était tout ça le storyline. Fait que ça, tu peux comme, ok, mais après, quand tu regardes qu'est-ce que Disney est en train de faire pour un peu émuler cette affaire de IMAX, mais sans payer, en fait, tout ce qu'il faut pour filmer un film en IMAX. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de caméras IMAX, encore moins de caméras IMAX en fil. Tu sais, qu'est-ce que Disney fait? C'est qu'il nous annonce qu'il crée un nouveau premium screen qui s'appelle Infinity Vision. Puis là, ça va être Infinity Vision, tu peux acheter un billet. Eux, ils vont donner des accréditations à des salles de cinéma. Fait que ça pourrait être comme Cinéplex qui fait une petite rénovation à une salle, qui élargit l'écran, whatever. Mais il y a aucun changement à comment qu'on filme le film. Il y a un meilleur système de son dans la salle, l'écran est un peu plus gros. Puis juste ça, c'est un billet See It in Infinity Vision. Tu peux le voir à la fin du dernier trailer de Avengers Doomsday qui va sortir cet hiver. On a comme une course à rendre le cinéma un produit de luxe, dans le fond. Au début, moi, je le voyais, c'était plus comme, les cinémas, il faut qu'ils se réinventent. Il faut qu'il y ait des meilleures offres alimentaires. Il faut que le siège soit plus confortable. On va prendre moins de monde dans les salles, mais il va y avoir comme un serveur. On va faire genre du cinéma genre lounge, tu sais, parce qu'il faut qu'on compétitionne avec être chez toi, genre. Mais là, c'est comme, non, finalement, c'est pas ça. Ils ont compris un peu, j'ai l'impression. Faut qu'on arrive à générer la viralité, puis ensuite qu'on vende les billets plus chers. Puis là, on peut se taper dans le dos comme, oh my god, la plus grosse année du box-office. Puis là, je parle de ça, genre, j'ai vu aucun de ces films sauf Backrooms, puis j'ai full aimé Backrooms. Fait que je suis sûr que Obsession est bon, je suis sûr que l'Odyssey c'est bon, j'aimerais vraiment ça voir Spider-Man, mais tout ce que j'ai vu, c'est le jeu de Spider-Man sur PlayStation cet été. J'ai pas quitté le domicile. Fait que genre, je suis sûr que c'est tous des bons films, mais je pense qu'il y a quand
même ces pratiques-là où est-ce que on va se faire dire ah oui, les arts sont revenus, les arts vivants, oui, tout ça, le cinéma. Même au Québec, c'est comme une autre discussion complète. Là. Au Québec, avec Françoise, c'est comme on pourrait parler d'une autre affaire où est-ce que là, c'est comme un film qui en fait a coûté 3,5 millions, 1,5 million de ça est subventionné, qui fait 750 000 au box-office. Ça a été ça comme le storyline. Morissette qui fait des clips sur Facebook pour supplier les gens d'aller au cinéma. Ouais, qui comme c'est l'affaire woke à faire, c'est d'aller voir. Hey, vraiment, merci, là. On dirait qu'il parle d'un challenge. Il est comme, on continue de même, là, tout le monde, on va l'avoir. Pis c'est comme, dude, c'est ton film. Genre, j'ai pas à être impliqué là-dedans. Là. Votre défi que la transphobie, un billet de cinéma à la fois, c'est ça. aller comme augmenter, aller profiter de ce samedi pluvieux pour faire votre part dans le combat. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est. C'est Loki, ça. T'as l'enjeu, genre, on combat la transphobie, puis en plus, c'est comme, il vendait comme si c'était le 12 août, genre, j'achète un livre québécois, puis c'est comme, contribuer à l'industrie culturelle d'ici, on encourage, puis c'est comme, ouais, mais c'est ton film, genre. Tu sais, il y a tellement de choses qui se sont passées cet été que, genre, j'aimerais faire tellement de segments. Moi, j'ai eu un été qu'on pourrait appeler un été Cube Radio. Je sais pas si t'as eu un été comme ça, parce que j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi YouTube a décidé que Cube Radio envahissait mon feed YouTube. Il y a tout le temps des clips de Rémi Villemur dans mon feed YouTube. Tout le temps, je suis tout le temps en train d'écouter Rémi Villemur. Je suis Karima Brick Pill, yo. L'entrevue de Louis Morissette avec Rémi et Karima, c'est genre fucking drôle parce que, tu sais, tout le monde le sait que genre Karima Brick, c'est la femme de Mathieu Oui, Bock-Côté. absolument, absolument. Mais genre, le monde en public, ils savent pas vraiment. Puis lui, il bring up tout le temps Mathieu Bock-Côté dans l'entrevue. Puis elle est comme fucking malaisée. Puis elle essaie, tu sais, c'est comme une pièce d'anthologie. Ah, wow, j'ai pas vu ça. Ben, finalement, c'est Louis Morissette pour comme être complètement embraced par le système néolibéral devient le woking. Ouais, oui, mais ça, j'ai compris. C'est comme le final stage. Ça montre bien un peu la faillite. Le monde appelle ça woke one, mais juste la faillite du wokeness. Que c'est rendu le porte-étendard du woke. C'est Louis Morissette. Au Québec, Mais c'est aussi un genre de clusterfuck parce que il devient comme porte-étendard genre de ces causes-là, mais à travers un film dans lequel il joue un gars qui fait assemblant de l'être pour. Fait que c'est comme. Il y a un genre mais c'est tout le storytelling où est-ce qu'il est comme. Ouais, mais à travers l'histoire de ce gars blanc comme nous qui devient soudainement sensible puis qui se fait battre dans la rue parce que c'est une femme trans, ben là, soudainement, il réalise que les femmes trans, c'est des humains. C'est comme aller parler à du monde pis dire genre, avant, je me mettais du cutex, mais là, j'ai réalisé que comme un gars hétéro qui se met du cutex, c'est genre vraiment peut-être comme wag, puis je veux pas être comme. Fait que dans le fond, je veux pas être un queerbaiter, fait que j'ai enlevé mon cutex, pis là, t'es comme, ok, mais t'es là à nous dire que t'as enlevé ton cutex. Fait que tu fais la même chose que quand t'avais mis ton cutex. Non, exactement. Le larger point, c'est que je pense que même dans la couverture que je vois, puis je sais que si on lit des Hollywood Trades, ils vont pas nous dire comme ah ouais, on a finesse un peu notre chiffre, mais si on regarde juste comme c'est ça. Donc ça dit là, puis ça c'est dans Reuters, le 2 août 2026, on a rapporté un box-office domestique aux États-Unis de 6,2 milliards de dollars le 2 août. C'est 15% de plus qu'à la pareille date en 2025. Puis si on compare à 2019 au même moment, donc pour le box-office, on dit 470 millions de billets qui ont été vendus le 2 août 2026. Si on regarde à pareille date, en 2019, c'est 747 millions de billets qui avaient été vendus. Fait que là, tu regardes, ça confirme ta thèse. On arrive proche au double, puis il dit, le prix moyen d'un billet, c'était 13,46 en 2019, maintenant c'est 18,22. Il y a une augmentation qui dépasse l'inflation qu'on aurait connue, mais aussi, ça, c'est comme, c'est une moyenne, c'est pas la médiane. Le monde, ils payent leurs billets bien plus cher que ça, tu sais, comme des billets pour Toy Story sont pas chers. Mais si t'es allé voir l'Odyssée moindrement dans un écran prenant, genre à Montréal, quand on a acheté des billets, je pense 41$, comme quand t'as acheté un billet 41$ pour aller au cinéma. C'est moi, ben, mention spéciale, mon frère qui m'a invité, puis j'ai hérité d'un billet d'un de ses amis qui a choqué. Fait que j'ai pas payé pour voir l'Odyssée en 70 mm, mais ça devait coûter cher. Il y avait même quelqu'un qui faisait un speech au début qui nous montrait un morceau de la pellicule et tout. Ok, t'es allé voir. Ouais, j'ai été. Honnêtement, c'était bon, mais on dirait, c'est le genre d'affaire qu'il y a tellement eu de hype que j'ai été un petit peu déçu, mais c'était bon, c'était divertissant. J'ai pas vu le 3 heures passer. Ça a filé comme 1 heure. Fait que c'était très divertissant. J'ai décidé de vous parler un petit peu d'autoroute aujourd'hui en mode retour des vacances, en mode road trip. À chaque année, on voit aux nouvelles, il y a plusieurs morts sur les autoroutes pendant les vacances de la construction. Je trouve que c'est quand même un objet, un sujet, l'autoroute, qui est comme un peu pris pour acquis parce que ça fait partie de nos vies quotidiennes comme ça, plus ou moins selon où est-ce que vous vivez. Comme chaque année, ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. Je fais un petit trip en Outaouais. Je viens de Gatineau, je viens de l'Outaouais. Je pars de Montréal chez moi, puis je m'en vais à Ripon dans la Petite Nation. Shout out la Petite Nation, qui est comme à peu près à 1h30 de Montréal, entre Gatineau et Montréal. J'ai des amis de la famille qui habitent là-bas, mais ça, c'est un détail. Moi, en fait, j'ai déménagé à Montréal en 2018, qui fait en sorte que depuis près de 10 ans, je fréquente beaucoup l'autoroute 50, en auto, évidemment. L'autoroute 50, c'est une autoroute assez controversée au Québec. On la surnomme l'autoroute de la mort, on y reviendra. Ça relie l'Outaouais à la région de Montréal, puis des Basses-Laurentides. Puis le fait de prendre le vélo pour se rendre en Outaouais, ça fait en sorte que tu vois un peu toutes les backrooms, si je peux employer ce terme-là. Tu vois toutes les coulisses de cette autoroute-là.
Fait que je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire de l'autoroute 50, puis après je vais vous dire qu'est-ce que je pense que ça fait à la tête et à la subjectivité être sur une autoroute. Sa construction, elle a commencé comme une grande partie du réseau interurbain vers la fin des années 60. Son inauguration, c'est beaucoup lié avec l'ouverture de l'aéroport de Mirabel autour des mêmes années, qui était vendu comme le gros aéroport international, très modernisateur, on peut dire, mais comme on sait aujourd'hui, il y a juste genre les avions de FedEx qui sont là. C'est un peu un gros flop. En 2023, on l'a nommé l'autoroute Guy Lafleur. Il vient du village de Tursault qui est sur la route. C'est une route qui a été vraiment délaissée par les nombreux gouvernements depuis sa création, en fait. Les gouvernements se sont relayés, ont toujours promis de la compléter. À ce jour, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tronçons où il y a seulement 2 voies, contrairement à 4 voies pour les autres autoroutes. En gros, c'est des voies qui se croisent et ça fait qu'il y a beaucoup de face-à-face qui sont mortels parce que 100 km, c'est vite. Même que, il y a des gens qui vont plus vite que 100 km, je vous l'apprends pas. À l'heure, 100 km à l'heure. En 2022, la CAQ avait promis de l'élargir, puis en 2025, ils ont choqué. Fait que ça perdure cette tradition-là, presque. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire des autoroutes au Québec, je vous conseille le channel YouTube Histoire d'un Nord. C'est vraiment un channel de hyper fixation. C'est comme un dude qui fait l'histoire des autoroutes au Québec, mais de génie. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis il y a pas tant de views. C'est comme des vidéos de 30 minutes où est-ce qu'il t'explique genre la 15, l'histoire de la 15. C'est comme Capitaine Montréal. Tu connais Capitaine Montréal? Ouais, lui aussi, ouais, c'est un king, ça. Ouais. Un peu vibe Capitaine Montréal, pour vrai. Même genre de personne. Fait que j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'autoroute 50. Mais je vous parle de ça parce que, comme j'ai dit en introduction, ça fait 2-3 ans que j'ai essayé de faire la route reliant Montréal et le petit village de Ripon en Outaouais en vélo. Puis je trouve que à travers ces années-là, à travers ces expériences-là, j'ai réalisé que l'autoroute comme objet, parce que moi, l'autoroute que j'ai la plus fréquentée, c'est l'autoroute 50, ça affecte ta vision du monde. Ça crée un rapport au monde qui est assez unique. Puis en vélo, tout change. Le rythme change, évidemment, parce que tu vas en moyenne à 20 km à l'heure, des fois 30. Puis tu commences à voir des choses. Fait que juste comme les roadkill qui sont pas des chevreuils ou des ratons laveurs, tu vois toutes les choses qui meurent proches d'une route. Tu vois des couleuvres, des petits écureuils, des grenouilles, des tortues, des insectes. Il y a aussi les odeurs. Tu sais, les roadkill, un raton laveur, quand tu passes à 20 km à côté, au gros soleil, tu sens la chair qui pourrit. Ça fait de quoi quand même? Ça fait de quoi à l'imaginaire? Puis tu commences à comprendre qu'est-ce que ces infrastructures-là, qu'est-ce que la vitesse fait à notre monde en général. On sent aussi des choses dans notre corps physiquement. La première fois que j'étais en vélo sur la 148, l'ancêtre de la 50, donc c'est une route qui longe la rivière des Outaouais plus au sud, il y a comme un camion qui passe à côté de moi à 90 km/h. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé c'est quoi 90 km/h. C'est vraiment vite en fait. Pourtant, quand t'es dans une auto puis tu vas à 80-90, t'es presque impatient d'aller plus vite. Pour ceux qui ont déjà genre tapé le 30-40 km/h en vélo, vous allez relate, tu le sens vraiment. Genre 40 km/h, c'est assez hallucinant comment tu le sens que c'est vite dans ton corps. Fait que c'est tout ce rapport-là que je trouve intéressant de vivre en faisant une expérience aussi niaiseuse et genre average gars de 30 ans qui se remet en question que de faire du vélo. Genre. Puis la route, elle devient soudainement quelque chose de vivant. Au lieu de passer par genre la 15 ou la 50, on passe par Huntsic, Chabanel, Blainville, Sainte-Dorothée, Laval-sur-le-Lac, Deux-Montagnes, Oka, Kanesatake, Sainte-Placide, Facette, Brownsburg-Chatham, Grenville-sur-la-Rouge. Puis tu t'arrêtes pour manger, tu t'arrêtes pour voir des paysages, il y a des maisons, il y a des gens qui vivent là. Donc la route devient quelque chose qu'on vit. Alors que quand t'es dans l'auto, t'as un peu un rapport anesthésiant à ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a fait penser au fait que les gens s'endorment en conduisant. C'est assez absurde de penser que tu vas à 120 km/h puis tu réussis à t'endormir. C'est quand même buzzant quand tu y penses. Alors que s'endormir sur son vélo, ça doit être un peu plus difficile. C'est anesthésiant, c'est buzzant, surtout parce que c'est très confortable. Tu vas à 100 km/h, tes fenêtres sont fermées, t'as de l'air clim, t'as de la musique ou un bon podcast, le moteur est silencieux, tu sens un petit peu de vibration. Ça dépend du modèle de ton char. Si t'as une vieille Yaris, peut-être que c'est un peu plus réaliste comme expérience, peut-être que tu sens un peu plus les 90 km/h, comme je disais tantôt. Alors que le vélo, on sent tout, puis on passe à travers des espaces intéressants. Cet été, j'ai fait quelques petites lectures qui m'ont fait penser à ce sujet-là. Je vais name dropper le philosophe marxiste Henri Lefebvre, que j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu des passages, puis j'ai écouté des entrevues à son sujet, puis je trouvais qu'il y avait quelques concepts intéressants pour réfléchir ça. Lui, il parle de la production des espaces. Parce que quand on réfère à un espace, en général, on se voit un peu comme un Sims dans une map, qu'on navigue comme ça. Ça fait en sorte qu'on oublie que ces espaces-là sont construits, sont réfléchis, puis sont produits par des dynamiques socio-économiques, le capitalisme industriel. Alors, une autoroute, c'est un espace qui est produit. Henri Lefebvre, il y a un autre concept que je trouve intéressant, où il oppose l'espace absolu avec l'espace abstrait. Puis là, s'il y a comme des fiends de philo qui veulent me diss parce que je parle mal de ces concepts, vous m'excuserez déjà. Là. Mais l'espace absolu, en gros, c'est comme un espace où tout est cohérent, c'est-à-dire que les activités que tu as dans cet espace-là sont cohérents avec le symbolisme que tu y attribues, le rapport genre philosophique avec cet espace-là. Puis Henri Lefebvre, il va parler genre des
des espaces dans les cités grecques dans l'ancien temps où est-ce que genre la même place où t'allais manger, c'était la place où t'allais prier. Ce que tu mangeais avait un rapport avec qu'est-ce que tu vivais genre spirituellement. Fait que c'est des espaces qui sont absolus, qui sont comme cohérents. Tandis que les espaces abstraits, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu des backrooms, des liminal space, des endroits qui, puis ça, je trouve que ça fait écho au phénomène du film Backrooms. Exactement ce genre d'espace liminal qui ont comme pas d'âme, mais qui en même temps qu'on habite, qu'on passe à travers, genre le parking d'un maxi, une autoroute, des escaliers roulants dans un centre d'achat. Ça crée des espaces qui sont dénués de sens, mais qui ont une fonction essentielle dans nos vies. Genre, on a une nostalgie pour, genre, un lien affectif qu'on reconnaît, mais je pense que c'est ça le Backrooms, l'esthétique qui est devenue virale à la base. C'est comme si on était déjà tous allés là, mais on sait pas trop c'est où pis ça sert à quoi. Tu le nommes très bien. On est attaché à ces endroits-là alors qu'ils ont aucun sens profond. C'est pas des espaces absolus, c'est un peu des espaces abstraits, pour reprendre ces mots. À ce sujet, je vous suggère l'entrevue de Geneviève Pruvot. Elle, c'est comme une écoféministe. Elle a écrit un livre sur le politique et la quotidienneté. Elle, son livre, c'est plus sur genre les communautés autonomes, genre qui essaient d'être autosuffisants. Mais en introduction, elle parle un petit peu d'Henri Lefebvre, son entrevue au podcast Les Idées larges de Arte. Je vous suggère fortement. Elle parle justement de cette production de la subjectivité, la production de l'espace. Puis elle prend comme exemple qui m'avait pas mal marqué que avant l'industrialisation intense d'après la Deuxième Guerre, par exemple, à Paris, on pouvait se promener dans les rues puis on pouvait se nourrir à même la rue. Il y avait des raisins, il y avait des arbres de pêche. La rue devient un espace où est-ce que tu peux vivre plusieurs manières, puis pas juste transiter. Quand tu compares ça à, par exemple, l'autoroute 50, c'est littéralement illégal d'être sur l'autoroute. Tu peux pas être physiquement sur l'autoroute, faut que tu sois dans ton auto, puis en plus, faut que tu ailles à 100 km/h. Tu peux pas aller à 60 km/h, tu peux pas aller à 20 km/h. De faire un trajet comme ça en vélo, ça t'offre un autre regard sur le monde, puis je trouve ça pertinent, mais bon, hein, vous êtes pas obligé de le faire pour vivre ça. Je trouve juste que ça m'a fait penser à ces choses-là. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Sortez dehors, vivez des choses. Là. C'est pas Jay Storm qui t'a poussé à aller faire ça en vélo. Je faisais pas ça pour l'estravache, mais si faire l'estravache... c'est vraiment sans cœur. T'aurais pu donner de l'argent à des banques alimentaires. Ouais, c'est ça. Ben yo, j'ai donné de l'argent au marché de Montebello en m'achetant un Gatorade. Là. Ok. Ben merci pour ton segment. Donc, moi, je voulais parler un retour sur le Streamer Fest, le fameux moment controversé. En fait, moi, je dirais l'arrivée grand public de l'univers du streaming au Québec. Tu sais, des fois, ça prend des controverses. Bon, Julien Duguay ou Médusa a tenu des propos misogynes en direct sur Twitch pendant un rassemblement de streamers québécois à Miami. Mais c'est quoi l'impact que ce genre de discours-là peut avoir sur le public? Je t'explique ça. Pour résumer les gens qui n'ont pas suivi, il y a un événement qui a été organisé par le controversé bijoutier ou controversé, comme vous voulez si vous le trouvez pas controversé, Julien Duguay, le propriétaire des bijouteries Médusa. Pour les gens qui sont vraiment des OG de Café Snake, le 4e ou 5e épisode de Café Snake porte sur Julien Duguay lors de la première itération de sa série Homeless to Rolex. Puis là, on faisait une espèce de comparaison, je faisais en fait une comparaison lui puis J.D. Vance puis le poverty porn puis les Appalaches aux États-Unis. Il y avait toute la chanson du gars qui était devenu viral, que là, il a disparu. Tu te rappelles le gars roux avec une barbe qui était comme The Man Up North Got the Money? Il était devenu comme une espèce de tête icône libre. Anthony, quelque chose Anthony. Okay. Je vais mettre l'extrait là. Overtime hours for bullshit pay so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my... C'est un lifetime ago, j'ai l'impression, 2024. Mais c'est ça, donc Julien Duguay, depuis, c'est quand même un personnage qui a laissé beaucoup de pièces médiatiques de lui, qui s'y explique ses états d'âme, qu'on a décortiqué à plusieurs moments, parce que plus récemment, cette année, Daphné avait quand même eu une espèce d'obsession sur lui, suite à un de ses passages à un podcast, où est-ce qu'il expliquait comme son état mental, puis sa vision de l'écosystème médiatique, puis il y avait un clip qui avait suscité l'intérêt de Daphné, où est-ce qu'il disait qu'il dépensait des dizaines de milliers de dollars par mois en clipping. C'est fou, je spend beaucoup en clip. Hein. Au début, le premier mois, ça m'a coûté 25 000 monter l'équipe. Puis là, on met 10 000 par mois dans le pool. Fait que déjà, pour les gens qui s'en rappellent plus, le clipping, c'est cette façon de comme générer du contenu audiovisuel, les découper en petits clips, puis l'envoyer en masse dans les fils algorithmiques verticales. C'est la façon dont la majorité du marketing est opéré de nos jours, de marketing politique, commercial, culturel. T'sais. Ça a vraiment été mis au jour médiatiquement le printemps dernier. Il y avait tout le temps un nouvel article sur le clipping, cette nouvelle révolution. Mais la personne qui a inventé le clipping
clipping dans sa forme contemporaine, c'est Andrew Tate. Donc on remonte à 2022 quand même. Maintenant que c'est nommé médiatiquement, ben les gens qui se sont pas rendus compte, c'est intéressant d'avoir un regard rétrospectif sur notre rapport aux événements depuis 2022 puis comment il a été shapé par le clipping. Donc là, il y a quand même une façon avant-gardiste de voir les médias déjà quand on parlait de lui, même avec sa série Homeless to Rolex, il décide, suite à une espèce d'épopée qu'il avait faite avec le streamer québécois Lewis Le Fou ce printemps, où est-ce qu'ils étaient allés à Las Vegas, ils avaient streamé ça. Il y a eu immensément de retombées pour son entreprise, juste en visibilité. Là, Lewis Le Fou est dans une espèce dans un essor et a complètement comme un peu lavé l'image de Julien Duguay qui lui-même avait dit comme « Hey Lewis, t'as vraiment redoré mon image médiatique au Québec parce que avant, à cause de Homeless to Rolex il y a 2 ans, j'étais vraiment comme un peu comme jugé puis mis de côté. Mais là, vraiment, tu m'as donné des fans puis tout. Puis tu sais, il s'était déjà nommé que oui, Julien achète plein de montres de luxe, le fait voyager dans un jet privé à Lewis. Mais en fait, qu'est-ce que Lewis donne à Julien est inestimable. C'est ça. Donc, ils étaient allés à Las Vegas, ça avait fait beaucoup parler. Et là, décide qu'il va faire un Streamer Fest en s'inspirant un peu de Kai Cenat, le Streamer University, tous ces événements qui se veut comme une espèce de week-end qui va être diffusé en direct constamment, où est-ce qu'on rassemble les créateurs dans un endroit, puis on met des caméras, puis on filme. Puis, il déploie quand même des grands moyens. Là. Le Streamer Fest à Miami, il y a une dizaine de créateurs, là, le HLFPS, Mathieu Pellerin, Lewis Le Fou, Cocotte, après les gens un peu moins connus, le Matt Six TV, tous des gens qui orbitent un peu autour de Lewis depuis des années, Ice Light, je sais pas trop quoi, It's Lexa, c'est tous des gens qui sont pas comme des grosses stars, mais c'est juste qu'ils sont dans le monde du streaming. Si ces gens-là faisaient un stream avant ce Streamer Fest, il y avait 100 personnes dans le chat, là, tu sais, c'est pas des gens qui avaient des grosses audiences, mais quand même, c'est des streamers, ils fit le bill, on les met sur le casting, on a juste besoin de monde, tu sais. On les met sur le bateau. C'est ça, on les met sur le bateau, ils louent un yacht à Miami, leur payent tout leur billet d'avion. On a l'impression comme un tournage, tu sais, comme quand Mr. Beast fait une vidéo, Kai Cenat fait une production, ben il paye ton billet d'avion, ta chambre. C'est comme si tu t'en vas tourner une semaine du tricheur, tu sais, faut le voir de même, que c'est pas genre, ah ouais, on s'en va faire un voyage entre boys, comme tu sais, je pense que c'est ça la posture qu'on essaye de mettre sur les streamers, que dans leur tête, ils s'en allaient aller faire backpack l'Europe avec leurs amis à 19 ans, tu sais, c'est pas ça qui se passait, on était dans de quoi d'extrêmement grosse prod, là. Commercial. Parlant de prod, Julien Duguay qui, grâce à une connexion qu'il y a de je sais pas où, son caméraman, que son username sur internet, c'est Dream, son prénom c'est Anthony, lui est un technicien puis caméraman pour iShowSpeed, littéralement. Donc il a tourné dans ça a tourné en Afrique, ça a tourné dans les Caraïbes, c'est littéralement lui qui fait le troubleshooting puis le caméraman, le cadrage pour iShowSpeed, le plus gros streamer au monde. Fait que c'est comme il y a toute cette aura d'autorité aussi autour de où est-ce qu'on amène ces streamers-là sur ce bateau. T'as le gros rig, des caméras partout, des drones. Le sac à dos avec l'émetteur, là. Ça, j'ai vu ça, c'est assez impressionnant. C'est loin du petit téléphone avec la lumière. C'est ça, le sac à dos Starlink, littéralement, genre, tu sais. Ouais, c'est fou. Fait que là, c'est ça, il débarque là-bas, puis tu sais, Julien Duguay, c'est quelqu'un qui a déjà collaboré avec Vitaly, un YouTuber infamous américain, qui c'est non seulement, c'est pas juste fait cancel, c'est un criminel, il a agressé des femmes dans la rue, s'est fait emprisonner en Malaisie, tu sais, c'est une figure problématique, mais Medusa, il a donné une Rolex, puis c'est comme, tu sais, Julien Duguay, il a comme une espèce de, j'ai pas envie de le genre neurotypé, là, j'ai pas envie de donner une espèce de pathologie neurologique, mais il y a clairement un trouble social, genre, il y a eu de la misère à décoder les interactions sociales autour de lui, puis des fois tu le vois, il a l'air comme ça, puis je pense même pas qu'il est buzzé, là, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a genre pas une grande comme capacité à se faire des amis, tu sais. Ouais. Puis ça va dans le récit qu'il met en scène de lui-même, c'est que moi à l'école secondaire, j'étais un rejet, j'avais pas d'amis, je me suis juste fait des amis quand j'ai eu ma vie, tu sais, comme tout ce rapport de comme je suis pas bon socialement. C'est tragique quand même en plus. C'est une figure tragique. Puis c'est ça que Daphné voulait que je dise, c'est que on parle beaucoup, ben c'est ça là, pour les gens qui ont entendu parler de ça. Là ils ont fait le Streamer Fest, première soirée, tout le monde est sous, Medusa il a l'air poudré pour vrai. S'il est pas sur la poudre, il est sur l'adéral. Il est allumé. Il est sur un psychostimulant clairement parce que juste avant la scène où est-ce qu'il fait justement un commentaire, il est comme hey moi je paye 180 000 pour le bateau, il devrait te sucer, tu devrais coucher avec. Il évoque le fait que vu qu'il paye tellement cher, ben les employés du bateau lui devraient des faveurs sexuelles. C'est clippé de façon comme vraiment ostentatoire, crazy, pis c'est comme il y a des clips de lui où c'est toutes des putes. Ce commentaire là, c'est ce qu'on parle de cette situation là, mais si on recule, parce que tu sais, encore une fois, moi je suis à la maison quand ils ont annoncé ce Streamer Fest, moi pis Daphné on l'a checké en live tout le long avant que ça devienne une controverse. On était juste tuned in.
win. Ouais. C'est ça qu'on a à faire, là, tu sais. Ouais, non, c'est parfait, ça. C'est- Pas besoin d'aller Odyssey, là. Genre, sors pas de la maison, plug in sur le stream. Fait que c'est ça, juste avant ça, il y a une scène que je trouve qui est quand même intéressante parce que Julien Duguay fait venir 12 personnes de 20-21 ans sur un bateau à Miami. C'est sûr qu'il allait avoir des fuck-up. Puis il y a une des streamers, Etilexa, elle perd son sac. Où est-ce qu'il y a son passeport, sa caméra, tout son gear est en larmes. Elle a sûrement jamais voyagé de sa vie. Elle est dans un yacht à Miami, elle a perdu son sac pour elle. Puis Julien est tellement buzzé que genre, il s'en calisse. Genre, puis il la regarde pis fait comme, ben nous, si on s'en va, on peut pas te reprendre. Tu sais, comme il est complètement déconnecté. Tu sais, tu le vois que c'était une question de temps, genre, avant qu'il se passe de quoi, comme ça. Puis il fait les commentaires. Puis tu sais, ça, c'est la partie un peu. Cette histoire a tellement été discutée. Puis elle a reach des niveaux. C'est tombé dans une espèce de spin cycle de Québécois. Tu sais, on parle juste des affaires les plus comme sensationnalistes, mais on décortique pas vraiment, genre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ouais, sur cette c'était histoire. quoi l'événement en soi, là? Tu sais, c'est comme propos misogynes, c'est comme, ok, mais c'était une gang de motés sur un yacht. Il dit ces commentaires-là, tu sais, sur le coup, Lewis, Mathieu Pellerin, ils disent, hey, tu peux pas dire ça, mais ils lui disent de la mauvaise façon, tu sais. Ils lui disent comme, tu peux pas dire ça, le monde va pas aimer ça. Pas, tu peux pas dire ça comme, hey, parle pas des femmes de même, c'est misogyne, tu sais. Ils lui disent comme, hey, on parle pas de ça, genre, on va se faire cancel. Il le media train un peu. Genre, c'est ça. Puis là, finalement, il s'excuse le lendemain matin. Là, on fait tirer, dans le fond, 10 000 pour 25 mères monoparentales ou violences conjugales ou des trucs de même. Fait que on va recevoir des CV par email, puis sur la fondation aussi. Le monde le reste sur le bateau. Puis finalement, 2 jours plus tard, tout le monde décide de partir. Ça donne place à comme un stream où est-ce qu'il est tout seul sur son bateau. Vraiment une pièce d'anthologie qui a été retirée de Twitch à cause qu'une des serveuses, whatever, a eu un nip slip. Fait que Twitch a banni la vidéo. Mais ce stream-là, de lui tout seul sur le bateau, c'est tellement dommage. S'il y a des gens qui l'ont CV, c'était quelque chose. C'est comme une scène digne de Gatsby, genre de Great Ouais. Gatsby, genre, ouais, tu sais, comme c'est l'homme seul dans son yacht déprimé, c'est genre. Ouais, sous, tout seul. Là, c'est l'affaire un peu plus people. Genre, Julien Duguay qui arrive soudainement à ce voyage avec Lauriane d'Occupation Double, puis qui est juste à son bras, I guess, qui lui demande des becs, qui lui donne des becs sur la joue. On sait pas trop c'est quoi la dynamique qu'il y a entre ces deux personnes-là. Il l'a amené magasiner, acheter un sac Louis Vuitton, lunettes Cartier, tu sais, t'es comme, ok, whatever. La soirée avant que ça en aille, Lewis qui French la fille qu'il a ramenée, et là, quand il est tout seul sur le bateau, il apprend en direct que Lewis a Frenché la fille, puis tu sais, il l'apprend. Tu sais, tout ça, tu peux pas scripter ça. Puis le monde qui sont outrés par l'aspect misogyne, je comprends. Puis c'est pour ça que j'en parle de même, parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vous casse les oreilles avec le streaming, là. Mais ça, là, le monde qui ont été tapped in dans ce storyline-là, de lui, juste qui s'est rendu jusqu'à là, qui apprend que la fille qui a fait venir a Frenché Lewis, le payoff émotionnel, genre juste d'un point de vue de public qui écoute une histoire, est inégalable. Ouais, c'est du cinéma, là, c'est ouais. Genre, comme narrativement, si t'étais. Puis si tu prends, mettons, un ado qui était investi là-dedans, ou même un jeune adulte, je trouve qu'on met l'emphase sur les ados. Beaucoup dans les chats de Matt Pellerin, HLFPS, c'est des dudes de 30 ans qui font du télétravail. Là. Genre, Lewis a une audience de kids à cause qu'il est dans les vidéos de Cheyenne. Pas à cause organiquement de son stream Twitch. Beaucoup de l'audience à Lewis, c'est des dudes dans la mi-vingtaine. Là. C'est des Le fils à Christine Fréchette, peut-être? Ouais, c'est ça, genre, c'est ça. Justement, là, ça devient la controverse au Québec, puis il y a toute l'espèce de spin cycle qui se passe après, mais moi, je veux juste parler d'une chose, puis ça, c'est comme une espèce de réflexion sur comment mettre en place ce genre d'événement, parce que quand c'est arrivé, quand ils ont annoncé ça, il y a une partie de moi qui a failli texter Lewis avant que ça arrive, puis dire, là, Lewis, vous en allez tout là-bas, là, faut que le drama soit déjà scripté. C'est ce qu'ils font à Streamer University, c'est ce qu'ils font, pas scripté dans le sens un scénario, mais il faut que tu trouves ça va être quoi la tension narrative avant d'arriver là-bas, parce que sinon le public va la trouver pour vous. Puis j'ai l'impression que tout le monde s'est tellement fait vendre cette espèce de trip sur un yacht qu'ils se sont dit, ah ben le content va venir tout seul, puis du moment que tout le monde a allumé les caméras, puis j'ai checké le début du stream, il y avait comme cette espèce de malaise, pas savoir quoi faire, quoi dire. Ouais, c'était un genre de flottement. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est quoi le content? Puis finalement, t'as juste des shots de genre 8 personnes qui checkent leur chat, genre. Ouais. Où est-ce qu'il y a rien qui se passe? Mais est-ce que j'ai l'impression que vu qu'on est nouveau là-dedans, puis il y a personne là-dedans qui est vraiment, à part Lewis justement, qui est comme un bon streamer, il y a personne qui a fait comme, ok, mais il faudrait qu'on aille, genre. Il faut un défi, il faut une quête, il faut un quelque jeu, chose. quelque chose. Puis l'affaire qui fonctionne le mieux, c'est ok, du drama, du beef. Ben tu sais, Lewis est là, les Bug Boys sont là. Faudrait qu'on se dise, ben la grosse pension des 2 premiers jours, c'est que Lewis puis les Bug Boys vont beef ensemble. On sait pas comment ça va arriver, mais on va scinder l'audience en 2 pour qu'il y ait une tension. Ah, on va garder le contrôle sur ce drama. Tous les streamers font ça aux États-Unis. Puis c'est ça qui aurait dû être appliqué ici, parce que si tu laisses l'opportunité dans ce flottement-là, en live, devant des gens qui font des clips, il y avait tellement beaucoup de clips qui sortaient de ça, tellement de nouvelles pages de clipping, ça a fait en sorte
que, ben, ok, mais le drama, en fait, ça va être le fait qu'il a dit un shit misogyne. Il aurait pu avoir ce clip dans ce Streamer Fest, mais avoir un événement bien plus drôle de, mettons, Matt Pellerin puis Lewis qui se battent, qui se lancent un drink dessus. Genre, juste une affaire de même aurait éclipsé complètement ce clip-là, genre. Mais tu sais, ça me fait penser comme au fait que, par exemple, OD, là, parce qu'on s'entend que c'est sensiblement la même chose, c'est des gens que tu mets ensemble dans une maison, mais la prod crée des défis, crée des activités, crée des situations que après là, t'as l'authenticité de la télé-réalité qui émerge. Il manquait ça justement parce que, comme tu dis, les gens attendaient qu'il se passe quelque chose, puis... J'ai trouvé ça dommage comment ça s'est fini, tout le PR de tout ça, c'est sûr, ils se font cancel, là, après on sort, j'ai juste parlé de quelque chose de très spécifique, on sort un clip de Lewis il y a 3 ans, de lui qui a genre 18 ans, qui est comme en tabarnak sur son stream, genre je sais pas trop qu'est-ce qu'il raconte, moi les filles c'est les gens qui m'ont fait le plus chier dans ma vie, on sait pas trop qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est des clips d'après, là. Moi Andrew Tate, j'ai une opinion très favorable de lui, puis je pense que prendre ce clip là avec la lentille de 2026 c'est une erreur, puis je pense que tout le monde qui veut mettre Lewis dans un coin puis faire non Lewis faut que tu deviennes paria puis que tu puisses plus travailler sur internet, ça c'est tomber dans le piège de genre les gens qui veulent juste voir le downfall à Lewis pour aucune raison politique, là. Le monde qui font des espèces de long think piece sur genre l'affiliation politique de Lewis, dans le fond ce clip de Lewis en 2023 qui dit moi j'ai une opinion favorable de Andrew Tate, ça symbolise c'était quoi le zeitgeist dans ce temps-là, puis j'ai essayé de vous l'expliquer longtemps. Je pense que Alpha de Simon Coutu a fait une erreur dans comment il a présenté Andrew Tate, c'est qu'il l'a présenté comme une espèce de ensorcellement, que tout le monde est tombé sous l'hypnose d'Andrew Tate, puis que tout le monde savait que c'était un misogyne, qui avait eu proxénétisme, qui avait eu toutes ces charges criminelles, comme si ça s'était pas fait organiquement, comme s'il y avait pas un moment dans la session d'Andrew Tate où est-ce que le contenu qu'il faisait puis la personnalité qu'il démontrait était pas attirante, drôle puis divertissante. Puis quand t'as un jeune homme de 18 ans à l'époque qui dit moi j'ai une opinion favorable de Andrew Tate, ça montre plus l'impact qu'il y a eu sur cette génération que sur Lewis, genre de le personnifier à Lewis comme ah oui en 2022-2023 t'avais une opinion favorable d'Andrew Tate, en 2026 on te cancelle maintenant, c'est comme pas voir que qu'est-ce qui est arrivé à Lewis, c'est arrivé à T-Scale à tous les gars de son âge. C'est complètement avoir comme des œillères pour faire comme non faut attaquer Lewis puis pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, qui a mené à la montée de gens comme Sneeko, comme Nick Fuentes, comme Fresh and Fit, comme tout ça, qui a mené à l'espèce de victoire de Trump par les young men, tu sais. Tout ça part de Tate d'une certaine façon, tu sais. Il y a même des gens, ils sont comme Trump serait encore en prison si Andrew Tate avait pas blow up, tu sais. C'est comme il y a eu un shift culturel qui s'est amené. Lewis, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ce statement-là de genre hey, moi il y a des propos qui ont été trop loin pour moi, je suis parti pour ça. C'est pas lui qui a complètement évolué puis qui est rendu contre la misogynie. C'est lui qui déclare dans quelle direction il veut aller. Comme créateur de contenu qui va devenir le plus gros potentiellement de sa génération. Je veux pas aller dans cette direction-là. Puis il faut pas que tu fasses comme hey ben yo, fuck it bro, il y a 3 ans, t'as dit un clip crazy, fait que fuck you. Case closed. T'as choisi ton camp, là. C'est comme, puis je veux ramener ça aux États-Unis parce que quelqu'un que, mettons, les figures de gauche québécoises qui ont fait beaucoup, puis c'est même pas de gauche, mais ils ont des figures néo-libres, whatever, qui ont fait des gros think pieces sur genre cancel Lewis, ben quelqu'un comme Hassan Abi qui a tout le temps tenu ce discours-là sur iShowSpeed, qui a dit genre iShowSpeed, moi je vois qu'est-ce qu'il veut faire, je vois dans quelle direction il veut aller. Oui, quand il avait 15-16 ans, il faisait des jokes de viol sur Twitch, mais live, il essaye d'être reformed parce qu'il y a 2 pathways. Il finit comme Aiden Ross ou il finit comme iShowSpeed. Tu sais, à un moment donné, il y a ce croisement où est-ce que faut que tu prennes un pathway, puis iShowSpeed, il a décidé d'aller sur Twitter, il s'est filmé, puis il a dit hey, je m'excuse, ce que j'ai dit c'était terrible, blablabla. Tu sais, fait que faut que tu prennes ce signal-là avec optimisme, puis pas juste comme non, fuck you, broski. Je suis fâché que tu fasses de l'argent puis que t'aies des fans. Parce que ça joue le jeu du monde que live, le plus gros contingent. Si aujourd'hui on poste un TikTok sur Medusa Lewis, les comments vont être flottes de gens qui disent hey, Lewis, il est vraiment pas correct, il a abandonné Medusa. Pas Lewis, il est pas correct, il est misogyne. Le monde qui utilise la misogynie de Lewis, c'est parce qu'ils sont fâchés comment il a traité Medusa. Est-ce qu'ils utilisent le fait qu'il a dit de quoi de misogyne? C'est comme un jeu. Il y a rien de politique, genre, c'est de l'engagement farming. Fait anyway, ça c'est mon take là-dessus. Puis le monde va dire, Munir, t'es biaisé, whatever, t'étais à la game d'hockey. Moi, Lewis, je le connais depuis qu'il a 16 ans, je suis quand même attaché à ce petit que j'ai vu, que genre, j'étais comme, yo, tu vas devenir un bon streamer. Je veux pas qu'il fucking fasse, tu sais quoi, fuck tout vous. Moi, streamer sur Kick, m'a faire des streams de gambling. Je vais devenir clavicular, genre, c'est ça, tu sais. Ben c'est justement, c'est comme les dérapages du cancel culture, du woke one un peu, là, que tu veux pas entrer dans cette dynamique-là de faire comme, ok, case close, t'es un trou de cul, tu peux plus te reform, tu peux plus évoluer. Encore plus que, genre, entre 16 puis 20 ans, là, c'est des métamorphoses, là, c'est comme la période de ta vie où tu évolues le plus drastiquement. Tu sais, si tout le monde était streamé live de 15 à 25 ans, genre, tout le monde serait horrifié de voir les streams de eux, genre, il y a 4 ans. À ce sujet-là, genre, il y a un
un clip que j'ai vu de Lewis qui, selon moi, incarnait un peu ce que tu décris, c'est que il dit genre il capote là parce que là, ben il dit, en fait dans ce clip-là, il demande à ses clippers de pas le faire. D'ailleurs, je trouve qu'il y a de quoi de vraiment paranoïaque au genre t'as un rapport complètement schizo-paranoïaque là à faire du stream là, et ça doit vraiment être buzzant. Surtout lui parce que lui il a fini le secondaire. Moi je deviens streamer. Ouais. Ça c'est crazy. Puis là, il parle à ses clippers puis il est comme là clippez pas ça si. Puis il dit dans ce clip-là, j'aimerais tellement avoir une vie normale. Puis c'est là où tu vois le paradoxe d'une démarche comme être streamer parce que ta job, c'est d'avoir une vie normale, mais fondamentalement, ta vie est pas normale parce que ta job, c'est de montrer ta vie. C'est comme un peu paradoxal, puis c'est ça qui illustre que dans une vie normale, tu changes, tu fais des erreurs, tu dis des conneries, t'as 16 ans, puis tu viens du Saguenay, puis tu sais, genre, il a pas grandi sur le plateau. En tout cas, Charlevoix. Charlevoix, excuse. Ouais, c'est ça, mais non, mais moi, je vois pas ça comme, tu sais, eux, ils utilisaient ça comme, je viens du Guillaume, moi, je viens du Saguenay, j'étais chaud, j'ai dit ça, tu sais. Comme, le fait de venir de région ferait en ça. Mais moi, c'est même, je suis juste comme, il signale, il dit, je veux pas aller, puis tout le monde, c'est sponsor, il a peur de son image. Non. Tu sais, les gens qui sont autour de Lewis, tu regardes quelqu'un comme Shaheen, ben, je vais pas prendre comme Olivier Primo, mais vraiment comme Shaheen qui a vraiment structuré qu'est-ce qui est devenu Lewis le fou. Genre, il y a une raison pourquoi Shaheen était pas sur ce petit bateau. Genre, Shaheen, il y a quoi, il y a 26, il y a 27. Et les seuls doutes qui étaient là de 30 ans, c'est Achille puis fucking Matt P. Mais c'est parce que ces gars-là, ils ont rien à offrir jamais, genre. Fait que c'est le best qu'ils pourraient donner, c'est aller sur un yacht puis streamer. Puis ça, c'est comme Mounir Commentary qui ressort, mais genre, whatever. Fait que ça, c'était mon thinking là-dessus. Ça évolue, là. Je suis pas là à cop des pleas pour Lewis. Je dis juste que, genre, je pense que l'espèce de tourbillon médiatique que ça a été, ça arrive pas souvent au Québec. Pis ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Puis j'ai l'impression que aussi gros que ça, c'est pas arrivé depuis la COVID, tu sais. Non, moi, j'ai eu un moment Tiger King un peu, là. Genre, tout le monde parlait du Streamer Fest, là. C'était comme... C'est comme si ça, c'était nostalgique pour moi. Puis tu parlais de... Tu sais, même moi qui a monté, filmé et monté, donc je me suis repassé dessus à 20, 21 ans, 22. Même moi, je check ces vidéos, puis je suis comme... C'était pas en live, tu sais. Non, imagine, là. Fait que c'est comme... le nombre de niaiseries que tu dis dans ta vie, captées comme ça, c'est... exact. Merci, Victor. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un honneur. Tu veux-tu plugger quelque chose? On a une vidéo qui sort demain, qui est sortie hier en fait, parce que ça va jouer mardi. C'est un reportage qu'on a filmé avec les poteaux de masse. On est allé en Ontario documenter le renouveau du nucléaire canadien. C'est une histoire assez fascinante sur une petite ville en Ontario qui a été comme créée par le gouvernement canadien en 1945. Anyway, c'est un peu genre un film d'espion ce truc-là. Allez checker masse. On a plein d'autres choses qui s'en viennent, des entrevues, des reportages, des essais. Puis tu vas revenir aussi en septembre à Café Snake. Donc on va avoir une formule de chroniqueur rotatif. Inquiétez-vous pas, mais ça va pas devenir un boys club Café Snake, même si j'ai essayé, Daphné veut pas. Fait que c'est ça, merci tout le monde d'avoir écouté. La musique d'intro et l'outro est de Azlo, AZLO. Abonnez-vous à notre Patreon. Merci tout le monde, bonne semaine. Ciao!